On va pouvoir débuter la matinée avec notre première intervenante, Jessica de Bideran, qui est maîtresse de conférence à l'Université Bordeaux-Montaigne, au MICA, qui est un laboratoire de recherche de l'Université de Bordeaux, et responsable scientifique d'UBIC. UBIC, c'est Université Bordeaux Interculture. UBIC accompagne les acteurs en charge des politiques culturelles et territoriales dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de projets sur les territoires. Jessica va nous présenter l'évolution des politiques d'éducation artistique et culturelle et construction des mondes de l'EAC. Merci Jessica. Merci Stéphanie pour cette présentation et merci à l'ALCA de me donner ainsi la possibilité de valoriser, de présenter les travaux de recherche que nous pouvons mener à l'université sur ce sujet bien vaste qu'est l'éducation artistique et culturelle, avec à chaque fois des regards différents, puisque en fonction de là où on est, de la discipline à laquelle on appartient, on va forcément avoir des approches différentes. Donc moi, je suis effectivement, comme tu l'as rappelé, maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication. C'est-à-dire que moi, ce qui va m'intéresser et ce que je vais regarder, ça va être les pratiques communicationnelles. Qu'est-ce qui se crée? Comment donc les pratiques de médiation dans une approche, je vais utiliser des langages, des termes voilà, un peu méta, mais dans une approche médiationnelle. C'est-à-dire qu'est-ce qui se crée dans un projet d'éducation artistique et culturelle du côté en termes de pratiques communicationnelles. Je ne suis pas en sciences de l'éducation, par exemple, et je ne vais pas aller voir ce qui se passe en termes d'apprentissage pour l'élève. Donc la demande qui m'a été faite par l'ALCA et donc par Stéphanie, c'est d'abord de faire un regard un peu rétrospectif sur ce qu'est l'EAC. Et vous verrez que j'utilise plutôt le terme, je m'inspire des travaux notamment de Marie-Christine Bordeaux, que vous avez peut-être déjà croisé, qui parle des EAC. C'est pour ça que je parle des mondes de l'EAC. Donc c'est une référence au sociologue Howard Baker qui parle et qui a analysé dans les années 80 les mondes de l'art et qui montre que il faut sortir de l'idée de l'artiste, génie créateur, et qu'en fait toute une chaîne de coopération existe au sein du monde artistique pour qu'une œuvre artistique existe. Et en fait on peut tout à fait utiliser ce parallèle avec les mondes de l'EAC, et je pense que vous êtes aussi ici représentatif de cette chaîne de coopération. Alors je vais essayer de ne pas dépasser, donc je ne vais pas déjà commencer 5 minutes sur ma première slide où j'ai même pas commencé ma présentation, mais voilà, les mondes de l'EAC, c'est cette idée-là. Donc ici, pour commencer, j'ai été chercher, ça m'avait été présenté notamment par donc Marie-Christine Bordeaux, avec qui on a eu l'occasion à plusieurs reprises de collaborer sur ces questions. Quand on cherche ce qu'est l'EAC et comment notamment l'éducation nationale en parle, on peut trouver par exemple cette note d'information qui date de 2019 et qui met en avant que 3 élèves sur 4 sont touchés par au moins une action ou un projet relevant de l'éducation artistique et culturelle. Alors évidemment, c'est la mise en avant de « regardez, ça fonctionne bien, on touche 3 élèves sur 4, c'est formidable ». En fait, quand on regarde le détail, et c'est le tableau qui est intéressant, c'est effectivement, on se rend bien compte que derrière ce qui relève ici de l'éducation artistique et culturelle, ou en tout cas qui est comptabilisé dans cette évaluation comme relevant de l'éducation artistique et culturelle, en fait, on a quand même une très, très grande diversité qui va... Donc, il y a le club d'écriture qu'on peut retrouver sans doute, qu'on retrouvera sans doute au cours de la journée, mais il y a aussi le club jeux vidéo, enfin, tout ce qui est club, en fait, géré un peu en amateur par les établissements scolaires. C'est d'ailleurs la plus grande partie finalement de ce qui relève de l'éducation artistique et culturelle. Et puis après, on a le voyage, on a la chorale, on a l'accueil de manifestations artistiques ou culturelles professionnelles dans l'établissement, donc qui ressemble sans doute beaucoup plus à ce qu'on appelle ici les résidences, donc avec des choses qui en fait peuvent à la fois avoir des temporalités très différentes et également des ouvertures sur la société, de l'établissement sur la société culturelle et artistique, ou inversement, l'entrée de l'artistique et du culturel dans l'établissement, très très différent. Une résidence va évidemment, où un artiste va intervenir pendant 3 mois, 6 mois, voire
2 ans, etc., comme sur des projets sur lesquels j'ai travaillé, ça ne va pas forcément avoir la même incidence dans le parcours de l'élève, enfin voilà, j'enfonce un peu une porte ouverte, hein, mais que le club amateur, et sans dénigrer du tout le club amateur, qui en fait peut avoir aussi une force et une prégnance très, très forte, dans le sens où, pour le coup, l'élève, il est volontaire. Ce qui n'est pas toujours, enfin ça c'est des vrais débats que j'ai avec mes collègues, hein, sur voilà, dans quelle mesure l'éducation artistique est reçue par l'élève comme voilà, étant quelque chose de volontaire. C'est peut-être des questions sur lesquelles on pourra revenir, mais voilà, je présenterai une slide tout à l'heure où on avait, alors sans parler de public captif, mais on a eu des discussions avec des collègues sur un projet sur lequel on a travaillé dernièrement, sur voilà, cette capacité de l'élève à se sentir ou pas embarqué, engagé dans cette action d'éducation artistique et culturelle. Donc voilà, première interrogation, j'ai envie de dire, ce prisme et cette diversité d'actions, ça aide vraiment pas finalement à définir ce qu'est l'EAC. Et donc Marie-Christine Bordeaux, dans un de ses derniers ouvrages dirigé avec Alain Kerlan, qui revient sur la notion d'évaluation, voilà, l'évaluation de l'éducation artistique et culturelle, parle des EAC, hein, c'est-à-dire un ensemble composite et relativement élastique, ou comme ensemble de définitions métonymiques à partir d'un idéal type qui serait l'EAC partenarial. Typiquement, l'EAC partenarial, c'est la résidence artistique, c'est la résidence de lecture, c'est je vais m'engager un binôme enseignant-artiste, écrivain, etc., dans une action partenariale et sur un temps relativement long. On va voir que d'ailleurs, cette EAC partenariale, elle a une ancienneté, hein, elle vient pas de nulle part, et elle a une ancienneté qui vient des années 60 et de l'éducation populaire, et qui sortait du prisme de l'éducation nationale, hein, qui était très libre et très autonome. C'était vraiment dans une logique à la fois d'autonomie et de volontariat, pour ne pas dire de militantisme, hein, de la part des enseignants qui se lançaient dans ce type de projet. Donc, bon, vous voyez, on est à Bordeaux, Marie-Christine Bordeaux, je recite encore ses travaux, mais c'est vrai que c'est dans ma discipline la chercheuse qui a vraiment le plus travaillé sur ces notions-là. Donc, elle parle de modèles flous et qui fonctionnent vraiment sur cette dialectique, hein, c'est-à-dire qu'on est souvent sur une éducation. Alors, est-ce que c'est une éducation à l'art et la culture, ou à l'écriture, hein, pour reprendre le thème de la journée, ou c'est une éducation par? Et donc, ça veut dire que est-ce qu'on évalue les effets intrinsèques sur l'élève, sur sa capacité à améliorer ses apprentissages, il a une capacité à dire il aime ou il n'aime pas telle pratique artistique, voilà, développer son goût, hein, vraiment à la lecture. On parlait effectivement, ils en parlaient encore ce matin à la radio, enfin avant d'arriver j'écoutais la radio, effectivement les chiffres sur la lecture sont assez inquiétants en termes de baisse. Bon, c'est l'âge à laquelle on donne un téléphone aussi, hein, voilà. Je pense que c'est pas anodin, pour étant moi-même mère d'ado. Voilà, donc l'effet intrinsèque, est-ce que on va aller chercher, on va faire en sorte que l'élève soit en capacité, voilà, de forger son goût à l'art et à la culture. En réalité, il a le droit de dire j'aime ou j'aime pas, mais pour pouvoir dire j'aime ou j'aime pas, encore faut-il avoir les éléments de compréhension pour pouvoir le dire. Ou les effets extrinsèques, c'est-à-dire qu'on va aller dire ça facilite la cohésion du groupe, il y a une meilleure participation, ça amoindrit des conflits qui pouvaient exister dans le collectif et dans la classe. Mais ça, on pourrait l'avoir par le sport. Finalement, pourquoi pas? On n'est pas obligé de l'avoir par l'art et la culture. C'est pas, même si l'art et la culture, et j'en suis intimement persuadée, hein, puisque je travaille quand même sur cette notion de partage, de médiation culturelle, ça participe du vivre ensemble, mais il n'y a pas que l'art et la culture qui participent du vivre ensemble. Donc voilà, il y a ces interrogations. Donc il y a la pratique amateur qui va être mise un peu plus ou moins en opposition avec l'intervention professionnelle. Alors c'est à gros traits, hein, c'est pas des oppositions comme ça arc-boutées, hein, mais voilà, c'est vrai qu'on peut distinguer, et on l'a vu, hein, dans la liste tout à l'heure, le club de lecture, club jeux vidéo, club cinéma, on est plus dans l'ordre de la pratique amateur, là où quand on va faire venir un professionnel du cinéma, un professionnel de la lecture, etc., ou de l'écriture, on
on va déléguer finalement cette transmission, cet apprentissage, cette médiation. En fait, il y a un intermédiaire qui va s'interposer entre l'élève et son enseignant. Encore une fois, sans jugement du tout de valeur. On peut aussi avoir la dialectique qu'on retrouve très souvent, qui est portée par un certain nombre, soit moi, des collègues, enseignants-chercheurs, ou aussi des professionnels de l'éducation populaire, etc. C'est-à-dire, d'un côté, l'institutionnalisation et de l'autre, un militantisme. Voilà. À partir du moment où on est institutionnalisé, forcément, on perd une forme de liberté, on perd une forme d'autonomisation et donc finalement peut-être une posture plus militante de ce que l'art et la culture peut proposer à l'élève à qui on veut souvent proposer une sorte de contre-culture. Mais l'institutionnalisation, ça empêche une contre-culture. Vous devez forcément rentrer dans des clous et dans des cadres. On utilise le terme de dispositif. Bon, je ne vais pas citer Foucault ici, je pense que tu vas le faire. Mais voilà, le dispositif, il est par essence contraignant, enfermant, ce qui va à l'encontre de cette posture où on essaye de faire bouger les cadres. Alors, encore une fois, ces oppositions, elles sont presque caricaturales et je pense que dans votre quotidien, ce n'est pas du tout ce que vous vivez. Vous pouvez très bien utiliser un dispositif et jouer dans les cadres et c'est ce que je vais montrer aussi. Mais c'est bien de l'avoir en tête. On peut opposer expérimentation et donc on va souvent associer la qualité à la notion d'expérimentation. On teste, on joue, on améliore justement ce dispositif contre la généralisation, l'industrialisation de l'EAC. Et je reviendrai tout à l'heure rapidement sur l'historicité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de 100% EAC, donc on est dans une logique quand même d'industrialisation. Et est-ce que l'éducation artistique et culturelle a la vocation à transformer les individus, c'est-à-dire est-ce qu'on doit leur permettre, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, à être en capacité de forger leur propre goût, de forger leur rapport très personnel à l'esthétique dans une logique parfois aussi, la culture, elle est toujours dans cette dialectique de critique et en même temps de soutien du pouvoir public, de l'instance publique, etc. Donc la capacité à transmettre à l'individu, la possibilité qu'il se forge son propre avis finalement versus la transmission de connaissances. Et quand on fait de l'éducation artistique et culturelle, ça veut dire effectivement à la fois échanger avec des artistes du spectacle vivant, mais aussi quand on a le modèle, par exemple, muséal ou patrimonial, là, on va être plus dans la transmission de connaissances, donc encore une fois, des postures qui peuvent s'opposer, c'est-à-dire, on pourrait aussi mettre la culture légitime, on parlait tout à l'heure au café de droit culturel, la culture légitime, celle qu'on estime les humanités classiques, etc., versus la culture des citoyens, les droits culturels, et qu'en fait, toutes les cultures, tout individu a des pratiques culturelles. C'est les travaux de Fabrice Raffin, qui est sociologue à l'université Jules Verne Picardie, qui explique bien qu'en fait tous les individus ont des pratiques culturelles, sauf qu'elles sont plus ou moins considérées comme légitimes. La country est une pratique culturelle, pourtant la country n'est pas considérée comme une... Enfin, je ne suis pas sûre qu'il y ait des projets d'éducation artistique et culturelle sur la country, mais pourquoi pas, après tout. Donc pour un rapide retour en arrière pour savoir d'où on vient, alors d'abord avoir en tête que dès l'entre-deux-guerres, dans les années 1920, 1930 et puis après dans les années 1950, il y a un mouvement de fond qui vient d'abord du côté de l'univers muséal, de l'univers patrimonial. Les archives nationales, par exemple, en France, ouvrent leur premier service éducatif en 1950. Donc voilà, on oublie souvent cette historicité et cette prégnance en fait de l'univers muséal et donc médiationnel, de la transmission de connaissances. Dès les années 1920-1930, des musées commencent à intégrer la question de ouvrir
à des jeunes publics. Alors sans jamais vraiment déterminer qui sont ces jeunes publics et quelle tranche d'âge, à qui on s'adresse, etc. Mais voilà, il y a quand même une ancienneté. Et donc, en fait, ce tableau chronologique, alors voilà, je ne sais pas si je vais avoir le temps de trop rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on ne passe pas d'une époque à une autre avec des transitions très franches, mais qu'en fait, au fur et à mesure, on va demander à l'éducation artistique et culturelle, mais comme on demande à l'éducation nationale, et je pense que je l'ai convaincu, de plus en plus de choses. C'est-à-dire que voilà, il y a l'éducation artistique et culturelle, mais il y a l'éducation à la citoyenneté, il y a l'éducation sportive, il y a l'éducation à l'alimentation. Enfin bon, voilà, tout ça. Vous voyez très bien, je pense, de quoi je veux parler. Et donc, de fait, sans doute des injonctions qui sont sans doute beaucoup trop ambitieuses, parce que c'est toujours ce constat un peu général de un pseudo-échec d'une forme de démocratisation culturelle. C'est-à-dire que certes, tous les individus ont des pratiques culturelles, mais le taux de public ou dans une tranche d'âge ou comment dire, le nombre de personnes qui ont des pratiques culturelles considérées comme légitimes. Bon, après avoir cité Foucault, je vais citer du Bourdieu, mais voilà, le capital culturel, il reste quand même celui d'un certain nombre d'individus qui décident de ce qui est considéré comme légitime. Alors j'ai vu club de jeux vidéo tout à l'heure. Moi, voilà, faire rentrer le jeu vidéo comme une pratique culturelle. Alors, ce matin, à la radio, ils expliquaient même qu'on va faire de l'e-sport maintenant à l'école, sans doute. Donc, il y a ça bouge quand même, et le cadre de ce qui est considéré comme la culture légitime s'élargit depuis au moins les années 80-90, mais ceci étant dit, la culture muséale, la culture, les beaux-arts, etc., tout ce qu'on peut associer à tout ça reste de fait associé à pas un élargissement considérable en termes de sociologie des publics. Je vais essayer de rester sur mes slides pour pas déborder. Donc voilà, on passe d'une période d'expérimentation à l'institutionnalisation. Les premiers contrats, première signature entre le ministère de l'Éducation le ministère de la Culture. Lapsus. Le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture, c'est les années 80, alors que dans les années 60-70, encore une fois, on est dans du militantisme, on est dans de l'amateur, on est dans de la relation interpersonnelle, un enseignant qui connaît un artiste, une structure culturelle, etc. etc. Aujourd'hui, c'est, comme tu l'as rappelé, une politique partagée qui fonctionne sur des coopérations. À partir des années 90, c'est la montée en puissance des collectivités territoriales sur ce sujet-là. Et donc, on va territorialiser l'éducation artistique et culturelle. Elle va moins arriver de Paris, descendante, la capitale, etc. Mais c'est toute la logique des politiques de démocratisation culturelle des années 90. On va décentraliser la culture. Les années 2000, c'est la généralisation, donc on passe vraiment à une phase de massification et ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on dans les années 2000, on passe à quelques milliers de projets à plus de 20 000, plus de 30 000 projets en 2 ans. Donc il y a quand même cette idée de cette généralisation qui fonctionne, et on pourrait dire aujourd'hui qu'on est rentré dans une phase d'ancrage et on essaye de pérenniser ces projets d'éducation artistique et culturelle, notamment donc avec l'insertion dans la loi de la refondation de l'école, donc en 2013, la création de parcours EAC. Alors vous savez que c'est un terme qui a connu son heure de gloire, puis sa disparition, son champ des signes. C'est vrai qu'on ne parle plus forcément de parcours d'éducation artistique et culturelle. Et donc, le terme d'ancrage, il n'est pas anodin aussi, c'est qu'aujourd'hui on parle, vous savez qu'il y a un label 100% EAC auquel les collectivités territoriales, selon différentes échelles, peuvent candidater, et je vous présenterai ensuite un travail qu'on a mené justement avec la ville de Bordeaux sur ce sujet-là. Donc en fait, tout ça pour dire qu'on est passé de ce que les sociologues Boltanski et Thévenot appelaient une cité inspirée, où ce qu'on mettait en avant, c'était encore une fois les valeurs de l'art dans sa posture critique, à la société dans son ensemble, et en tout cas ce qui peut justement ramener à des questions de dispositifs, etc., de cadrage. On peut mettre les termes d'avant-garde, de singularité, etc., à une société civique où, en fait, l'idée, c'est d'augmenter le nombre de bénéficiaires, de mettre en avant qu'on va vers des
des publics qui sont considérés comme éloignés, alors de la culture, de quelle culture ? Éloignés de la culture qu'on estime légitime et vers qui on va, enfin voilà, les publics, ce qu'on appelle les moins dotés en capital culturel, et vers qui on va aller pour voilà, partager, diffuser cette culture, encore une fois, qui va être celle des beaux-arts, celle de la culture muséale, les humanités classiques, etc. etc. Et donc, tout ça, ça va amener un certain nombre de tensions. Donc, le modèle scolaire qui va primer, hein, et le modèle, ce qu'on appelle ascolaire. Donc, je vais reprendre tout à l'heure, je vous mettrai la charte de l'EAC. Mais en fait, on voit apparaître, il y a les fameux 3 piliers de l'EAC qui est voir, faire et aidez-moi, rencontrer, voir. J'ai un bug. Bon, vous couperez au montage. Oui, connaître, rencontrer et faire, enfin voilà, et pratiquer, voilà. Et en fait, ces 3 piliers de l'EAC, on va voir qu'il y a un 4e qui est celui du modèle scolaire qui revient et qui reprend le dessus, qui est la transmission quand même de connaissances, parce qu'on est quand même là pour ça. Une tension entre voilà, les modèles qui sont ceux de la médiation culturelle. Je fréquente des œuvres, je construis fréquenter des œuvres, c'est quand même avant tout construire son propre goût personnel, hein. Ça reste quand même de ça, fréquenter des œuvres. Donc je fréquente des œuvres, je pratique une activité artistique ou culturelle, quelle qu'elle soit, le chant, l'écriture, la peinture, etc. etc. Et 3e modèle de la médiation culturelle, qui est celle de... Par exemple, encore une fois, le modèle patrimonial qui est je transmets et je m'approprie je m'approprie en tant qu'individu des références culturelles qui vont être partagées. Et puis, il y a une tension qui vient d'être relevée tout à l'heure, hein, sur cette histoire des pratiques de lecture des élèves qui diminuent. En fait, moi, j'ai des collègues chercheurs qui vont vous dire, ben non, en fait, ils n'ont jamais autant lu. Mais ils lisent sur écran et ils lisent des choses qui ne sont pas dans un livre enfermé, en fait. C'est ça qui est différent. En fait, ils lisent, c'est pas vrai. Donc, ils ont... Alors, il faudrait peut-être un petit peu nuancer, parce que c'est vrai qu'avec le modèle réseaux sociaux, réel, TikTok, vidéo, etc., enfin, voilà, on est quand même dans un flux d'images permanent, mais il y a quand même de la lecture sur écran. Mais c'est juste que ce n'est pas la lecture livre qui est considérée comme la lecture légitime. Donc voilà, il y a cette tension entre des cultures légitimes et ce qu'on appelle les cultures juvéniles, c'est-à-dire qu'ils viennent, nous les étudiants, ils me le font régulièrement, hein, voilà, ils viennent aussi nous confronter à leur culture à eux et comment nous on intègre leur culture à eux. Voilà, et c'est toute la question de la démocratisation culturelle versus la démocratie culturelle. Je prends en considération vos pratiques à vous et je les intègre. Et ça, je pense que c'est un point de vigilance vraiment à avoir, hein. C'est ce que voilà, une sociologue qui aujourd'hui a disparu, qui s'appelait Dominique Pasquier, appelait la culture de la chambre, en fait, hein. Les ados, ils se construisent dans cette culture de la chambre. C'est la radio, c'est les magazines, aujourd'hui c'est les réseaux sociaux, etc. etc. Et en réalité, l'idée n'est pas d'imposer l'une et l'autre, c'est de voir comment ces deux-là peuvent se nourrir. Et puis des tensions entre les 4 typologies d'acteurs culturels, ça c'est des références aux travaux de Fabrice Raffin que je trouve très intéressants, qui montrent qu'il y a les acteurs culturels traditionnels, institutionnels, qui vont être les archives, les musées, les scènes conventionnées, les opéras, etc. Les acteurs qui sont plus cette fameuse contre-culture, les créateurs, les artistes, les compagnies indépendantes. Le tiers secteur qui est porté souvent par la société civile, et ça peut être aujourd'hui ce qu'on appelle les tiers-lieux culturels, par exemple, l'associatif, et puis les agents territoriaux, hein, dont on a des représentants ici qui nous accueillent, qui sont en charge, en fait, qui sont un peu cette posture de médiateur. Eux, ils sont en charge de mettre en place cette politique et de répondre à toutes ces injonctions plus ou moins contradictoires qui leur sont faites, faire plus avec moins, etc. etc. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous le voyez bien. On a la même à l'université, hein, je vous rassure. Donc voilà, je voulais vous montrer l'introduction d'un 4e pilier, mais qui n'est pas vraiment dit,
qui va être, vous connaissez sans doute ce document, donc l'éducation artistique et culturelle associe la fréquentation des œuvres, la rencontre avec les artistes, la pratique artistique et l'acquisition de connaissances. Donc 4e pilier qui est plus ou moins finalement formalisé et reconnu et qui est bien celui du modèle scolaire de l'acquisition de connaissances. Je suis encore dans les temps? Ça va? Ouh là là. Donc 6 minutes. Donc comment on dépasse ces tensions et comment on rend compte de cette réalité du terrain? Je vais en 6 minutes essayer de vous rendre compte d'un travail qu'on a mené pendant 1 an avec la DGAC de la ville de Bordeaux. C'est un extrait de leur demande, suivre l'effet tache d'huile du label 100% EAC. Alors, ce qui était intéressant dans ce travail, c'est que c'était ce qu'on appelle, nous, une recherche-action. On n'était pas là pour évaluer, dire c'est bien, c'est pas bien. Moi, je ne sais pas faire ça, en fait. C'est vous, les acteurs de terrain, qui savez ce qui est bien et pas bien. Moi, je ne sais pas, j'arrive pas pour dire oui, voilà, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se crée sur le territoire. Qu'est-ce qui échappe, justement, à ce 4e acteur culturel qui est l'agent territorial et comment on peut mieux identifier les espaces et les temps qui permettent qu'un projet et une coopération et une collaboration EAC fonctionnent. Ce qui était intéressant dans ce projet, c'était qu'on avait un EAC, bon, pas très joli, mais tout au long de la vie, c'est-à-dire qu'on a suivi 2 établissements, donc élémentaires, c'était pas des lycées, mais 2 établissements, soit avec une résidence artistique, soit avec un parrainage-marrainage qui est sur 2 temps avec un établissement artistique, donc 2 ans, pardon, donc soit 1 an, soit 2 ans, donc on est sur un temps long. Et puis on avait la structure scolaire de l'hôpital Pellegrin, et une maison CCAS qui accueille des jeunes adultes, pas de jeunes d'ailleurs, des adultes en précarité. Donc c'était aussi cette considération de l'EAC tout au long de la vie. Et c'est là où on avait eu des discussions sur public désigné, donc on n'a pas dit captif, on a dit désigné, donc c'est les publics scolaires, et les publics volontaires qui sont nos adultes en situation de précarité, s'ils ne veulent pas suivre un projet d'éducation artistique dans la maison CCAS, la maison relais qui leur propose ça, personne ne les oblige en fait. Hein. C'est pas, voilà. Pour le coup, il y a vraiment ce côté très très volontaire de leur part. Donc, ce qu'on a pu mettre en avant, c'est cette chaîne de coopération. Et je rajoute sans angélisme. C'est-à-dire que la chaîne de coopération, on imagine toujours la coopération comme quelque chose de forcément positif, tout le monde a envie d'y aller. Bon, vous savez très bien que dans votre quotidien, ça ne marche pas comme ça. Parfois, les gens, ils n'ont pas envie d'y aller. Et il comment on fait pour coopérer quand on sait qu'on n'a pas soit les mêmes attentes au départ, la même temporalité, pas les mêmes enjeux financiers, etc., etc., etc. Donc, ce qu'on a voulu aussi mettre en avant, c'est que une chaîne de coopération, elle n'est pas du tout elle a aussi ces tensions, ces non-dits, ces concurrences qui peuvent exister, hein, qui prend la parole à quel moment et qui prend le dessus ou pas. Et donc cette coopération, elle est toujours très 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 fragile. Et ce qu'on a mis en avant et ce qu'on a relevé par des temps d'observation, des entretiens, etc. C'est ce qu'on a appelé des espaces et des temps interstitiels qui échappent totalement aux agents qui mettent en place les dispositifs, mais qui vont se créer de façon totalement inattendue, anecdotique, dans le hors-champ de l'EAC. Et en fait, c'est ces relations-là qui vont permettre que la coopération fonctionne. Et en fait, ce qui est au centre d'un dispositif de l'EAC, selon moi, si j'exclus la question de l'éducation artistique et culturelle, donc le cœur du sujet quand même, mais encore une fois, moi, c'est pas ce que je travaille, c'est comment on crée de la confiance par justement cette posture, ce qu'Habermas appelait l'agir communicationnel, hein, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est le principe même de la démocratie. Hein. En fait, on peut échanger ensemble, ce qui est aujourd'hui de plus en plus fragile. On peut échanger ensemble, même si on n'est pas d'accord, parce qu'on va prendre le temps justement de discuter, de communiquer, d'écouter et d'être à l'écoute de OK, vous partiez au départ sur l'intervention où il y aurait 3 classes. Il y a 7 classes. Pour un artiste, ça a une incidence de se déplacer dans cette classe. Parce que lui, il est rémunéré pour 3 classes et puis en fait, c'est 7 classes. Comment il fait ? Comment on fait en sorte que l'établissement entende la réalité quotidienne de l'artiste qui doit manger, tout simplement,
Et en même temps que l'artiste entende que pour l'établissement, ça a du sens de faire rentrer tout le monde dans la boucle et pas dire je m'adresse qu'aux élémentaires et je m'adresse pas aux maternelles parce que c'est un établissement où il y a les deux structures, etc., qu'il y a des frères et sœurs, que ça crée une dynamique, etc. Et donc, en fait, c'est ces temps d'échange et temps d'écoute. Et moi, c'est ce que je voudrais vraiment... je crois qu'il me reste... Ouh là là. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails plus, mais et je pourrais transmettre mes slides. C'est vraiment cette confiance qui est interpersonnelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que la confiance, elle dépasse. Il y a une confiance institutionnelle. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez confiance en l'ALCA, vous avez confiance en la région pour vous accompagner et aussi en la DRAC pour vous accompagner dans vos projets d'éducation artistique et culturelle. Mais à un moment donné, il faut que la confiance, elle dépasse le cadre institutionnel pour créer du lien interpersonnel. Bon, je vais pas avoir le temps de rentrer dans les différents types de coopération qu'on avait relevés, mais voilà, il y a la coopération qui est structurante de la part de l'agent territorial et de l'institution. Il y a la coopération dans l'interaction, donc encore une fois, dans ces relations qui se mettent en place. C'est des relations humaines. Et parfois, encore une fois, comme je disais, sans angélisme, il y a des relations très asymétriques. On s'est par exemple rendu compte que dans les classes maternelles, on oublie systématiquement les ATSEM. On ne les fait pas rentrer dans le projet d'éducation artistique et culturelle. Et pourquoi les ATSEM, elles n'auraient pas le droit de rentrer dans le projet d'éducation artistique et culturelle? C'est des personnes centrales pour les petits, pour un petit de 3, 4 ans, 5 ans. L'ATSEM, il n'y a pas de différence entre l'ATSEM et la maîtresse. Il y en a, mais dans sa tête, c'est une personne de référence. Pourquoi on ne les fait pas rentrer? Pourquoi on ne leur pose pas la question de savoir qu'est-ce qui les intéresse, elles, dans le projet d'éducation artistique et culturelle? Et alors, je connais moins le fonctionnement des établissements lycéens, hein, puisque du coup, j'ai rarement fait des observations en lycée, mais je pense qu'il y a des individus comme ça qu'on ne repère pas et en fait qu'on peut embarquer dans l'établissement pour voilà, dans cette chaîne de coopération et donc ne jamais oublier que les coopérations, elles peuvent parfois être asymétriques. Voilà. Et donc, ce qu'on a voulu vraiment relever, et j'arrive à la fin, c'est vraiment soigner les relations humaines, créer ces espaces interstitiels, des temps, de prise de parole, on co-crée ensemble, on prend le temps lors du déjeuner, à la cantine, à la machine à café, etc. pour créer la nourriture, ça fonctionne toujours hein, pour créer cette relation interpersonnelle. Voilà. Que l'artiste, il vient pas juste, je viens sur le temps, hop, vite, les élèves entre deux cours, viens faire ton intervention et puis tu repars. Enfin, en fait, ça peut pas marcher parce qu'il y a un côté guichet qui marche pas. Je l'ai déjà dit. Accepter aussi, ça c'est un des points très importants, que la création artistique, ça peut être totalement incertain dans la création définitive. On peut ne pas savoir où on va, et pour l'artiste, ça peut être parfois générateur d'angoisse, de stress, etc. Mais s'il y a ce lien de confiance qui a été établi avant et qu'en fait, ça crée une forme de bienveillance, accepter qu'on va cheminer ensemble et que voilà, même si on n'est pas sûr. Alors, tu disais tout à l'heure, on va présenter des créations, des projets. Parfois, il y a des projets qu'on n'a pas forcément envie de présenter parce qu'ils sont peut-être moins réussis que les autres. Mais c'est pas grave, on l'a fait ensemble et il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. Et donc, je termine, c'est vraiment ma dernière slide. C'est des citations des entretiens qu'on avait mis, mais voilà, un café des parents improvisé, c'est ce fameux interstice. Laisser des panneaux photographiques dans l'espace où on dépose les vélos, où les parents récupèrent leurs enfants le soir. Alors c'est en maternelle, hein, forcément, au lycée, ça va pas être... voilà, on laisse les œuvres dans des endroits auxquels on ne s'attend pas, mais en fait, ça crée de la discussion, ça crée de l'échange. Mais pourquoi il y a ces tableaux aussi? Pourquoi il y a ces œuvres? Ça veut dire quoi? C'est quoi ces photos? Qu'est-ce que ça représente? Voilà, ça crée vraiment cette appropriation aussi par d'autres parties prenantes qui peuvent être les parents, par exemple. Voilà, ici un collectif d'artistes qui a travaillé sur justement auprès de la maison relais Martin Vidot. En fait, ils ont retravaillé totalement leur projet artistique parce eux, ils font de l'encre végétale, de la sérigraphie, et ils avaient compris qu'ils s'étaient inscrits pour un projet danse. Grand écart. Et ils ont fait une création artistique qui lie le mouvement et la sérigraphie. Donc ça veut dire que les artistes, ils ont cette capacité aussi à être force de proposition
Et puis à l'hôpital, c'est aussi montrer qu'à un moment donné, l'hôpital, c'est évidemment un environnement très, très, très particulier. Et c'était plus le soignant qui avait la blouse blanche, le sachant, etc., mais que l'élève qui avait fait une activité artistique pouvait expliquer à son médecin l'activité qu'il avait fait et ce qu'il en avait ressenti, voilà, le projet artistique, culturel, et le médecin se mettait en posture de finalement être lui à l'écoute de son patient. Et donc c'est une inversion des postures qui est pas si anodine que ça dans un parcours de jeune enfant qui suit à un moment donné sa scolarité à l'hôpital parce qu'il est hospitalisé. Et donc, je vous mets juste le lien si vous voulez en savoir un peu plus sur ce projet-là. Il a été mené par la structure qui s'appelle UBIC, dont j'ai la responsabilité. Et vraiment, l'objectif, c'est de faire de la recherche-action sur des territoires pour rendre les acteurs plus à même, plus autonomes dans la compréhension de ce qui se passe réellement dans le vécu. Et donc, vous avez le lien pour pouvoir accéder au rapport que nous avons remis donc, en novembre 2025 à la ville de Bordeaux. Ça va ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Jessica.